Nous sommes dans une démarche de pédagogie de manière permanente, de formation, de sorte à ce que la jeunesse africaine puisse devenir un acteur majeur de son destin et de la reconstruction de notre continent qui a tant souffert depuis 3000 ans maintenant. Alors, je vais d'abord parler un peu de la situation au Togo. Le Togo où, soi-disant, il y aurait un dialogue politique, le RPT d'un côté, soi-disant uni. Moi, je continue d'appeler ce parti-là le RPT. J'expliquerai pourquoi. Il faut toujours continuer à appeler uni le RPT. Et de l'autre côté, la coalition des 14 partis politiques. Donc, on a l'impression que c'est une crise qui oppose deux partis, deux blocs politiques au Togo, alors que le problème, ce n'est pas ça, c'est un problème qui oppose la population au gouvernement en place. Donc, ce n'est pas un problème entre deux blocs politiques, mais c'est un problème qui oppose un gouvernement illégitime, criminel, mafieux, au peuple qui n'a jamais donné son onction à ce gouvernement, à ce régime. Ouais. Donc, déjà, dans la forme du document, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème dans la rédaction même de ce document. Et donc, nous trouvons que nous sommes dans une situation où les éléments pour que le dialogue politique puisse aboutir au Togo ne sont pas du tout réunis. Parce que déjà, la base sur laquelle ce dialogue va reposer n'est pas la base réelle, n'est pas cette base réelle-là. Puisque la situation, comme je l'ai dit tantôt, oppose le peuple à ce régime criminel, illégitime, sanguinaire, corrompu, qui régit le Togo depuis 53 ans maintenant. Donc, évidemment, nous l'avons tout dit, nous avons expliqué plusieurs fois au Moltra que on ne peut dialoguer avec un régime comme celui-là. Le dialogue politique n'est pas une arme face à la tyrannie. La tyrannie appelle l'insurrection et la révolution. Pas de dialogue. Et ce régime, nous l'avons vu, il y a eu 27 dialogues au Togo avec des facilitateurs de l'Union européenne, de l'Allemagne, de la francophonie, depuis les années 90. Donc aujourd'hui, on nous remet le même scénario en place et les gens sont là et on espère que va sortir de ce dialogue une solution qui va satisfaire le peuple togolais. Nous ne croyons pas du tout à cela. C'est pour ça que notre devoir consiste à rappeler à la jeunesse togolaise que c'est elle qui est la clé. C'est elle qui est la clé de la situation que traverse notre pays. Et cette jeunesse doit reprendre le contrôle de la situation. En faisant quoi? En s'organisant et en structurant le mouvement de contestation qui est en cours dans le pays. La jeunesse doit récupérer le mouvement et elle doit imposer la voie à suivre aux partis politiques. J'ai déjà fait des vidéos sur cette thématique où j'ai expliqué que les partis politiques ont un agenda. Les partis politiques ont des intérêts et ont une façon de fonctionner qui ne cadre pas forcément avec un appel insurrectionnel, ce que réclame le peuple. Donc, à un moment donné, il faudra nécessairement que la jeunesse togolaise, avec l'appui d'autres personnes, d'un certain nombre de personnes, puisse prendre le contrôle de la situation, structurer la marche, définir une planification stratégique et se doter d'un leadership visionnaire capable véritablement de pouvoir implémenter cette planification stratégique qui n'est qu'un calendrier, une organisation structurée de la marche vers la reconquête de nos pouvoirs de décision que nous avons perdus collectivement. Donc, ce devoir-là nous incombe toujours et nous n'allons pas échapper à cette loi de l'histoire qui est que lorsqu'un peuple est soumis à la domination, eh bien, ce peuple n'a d'autres alternatives que de se révolter, d'organiser la révolte et de la faire aboutir. Parce que si nous continuons comme ça, nous n'allons pas nous en sortir. Voilà. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui le dialogue, c'est juste de la fumisterie. C'est une invention pure et simple de la France-Afrique et de ses démembrements pour court-circuiter la volonté populaire qui veut plutôt un renversement systématique du pouvoir en place.
Voyez? Donc, le système a inventé deux instruments, à savoir ce qu'on appelle le gouvernement d'union nationale et le dialogue, pour pouvoir court-circuiter le peuple africain dans son élan révolutionnaire. Et nous devons être en mesure de lire ça. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir togolais a déjà fait participer son opposition institutionnelle à 27 dialogues depuis les années 90. Nous avons connu au Togo von Stumpnagel, facilitateur d'Allemagne, Bernard Stasi, facilitateur de la France, Philippe Bardiou, adjoint du facilitateur français Bernard Stasi. Nous avons connu Ide Oumarou, facilitateur soi-disant de la francophonie. Tout ce monde a aidé, soi-disant, le peuple togolais. Blaise Compaoré, les accords de Ouaga, nous avons connu tout ça. Blaise Compaoré, soi-disant, avait facilité aussi les choses dans la situation du Togo. 27 dialogues. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a tellement facilité les choses qu'il était mort au pouvoir en février 2005. Et en mourant, il a donné en héritage le pays à son fils, Faure Gnassingbé, qui aujourd'hui régente le pays. Et on est là, tout le monde est là à regarder. Donc, notre problème, c'est qu'à un moment donné, le peuple devient complice de sa propre domination et de sa propre souffrance. Parce que nous refusons de nous organiser, nous refusons de nous structurer et nous refusons d'écouter nos enfants les plus intelligents parmi nous. Nous refusons de voir les solutions en face, de voir les pistes les plus adaptées aux problèmes. Parce que nous ne voulons pas assumer nos responsabilités. Donc, quelque part, nous devenons acteurs de notre propre domination. Et donc, je le redis, le dialogue ne peut pas résoudre le problème togolais. Parce que le problème togolais, qui par extension est le problème de l'Afrique, est un problème colonial. C'est un problème de la colonisation. Donc, on ne peut pas résoudre l'équation coloniale par le dialogue. L'équation coloniale a été toujours résolue par le rassemblement des forces patriotes, des forces nationalistes, dans une démarche de combat de libération. Donc, c'est un combat de libération qui nous attend. Plus nous traînons les pas, plus la situation se complique pour nous. Donc, aujourd'hui, la comédie qui est organisée à Lomé, cette comédie appelée dialogue entre le pouvoir et son opposition institutionnelle est une fumisterie qu'il ne faut pas cautionner. C'est un théâtre qu'il ne faut pas cautionner. Et les gens, quand ils disent que nous avons besoin de voir, d'assister à ce dialogue à la télévision, c'est une fausse question. Notre peuple ne demande pas à vivre ce spectacle en direct à la télévision. Ce que notre peuple demande, c'est le départ pur et simple de Faure Gnassingbé. Et proclamer cela, c'est bien. Dire que Faure Gnassingbé doit partir, c'est bien. Mais proclamer cela ne constitue pas encore les moyens pour pouvoir y arriver. Voyez? Donc, nous avons l'obligation, nous avons le devoir impérieux de reprendre l'insurrection populaire. Il n'y a pas d'autre voie en dehors de celle-là. Il n'y a pas et il n'y aura pas d'autre voie en dehors de celle-là. Parce que il n'y a pas de raccourci menant à la liberté. Il n'y a pas de raccourci menant à la liberté. Et notre peuple ne peut pas continuer à se soumettre à l'agenda du pouvoir en place et de ses alliés. Donc, nécessairement, notre devoir, c'est de reprendre la marche insurrectionnelle. Pas aller à la plage. Pas aller à la plage parce que la révolution, le soulèvement populaire, n'est pas un concert parti qui se déroulerait au bord de la mer, sous les cocotiers. Non. Nous devons cibler
le cœur du pouvoir. Nous devons cibler les institutions qui incarnent le pouvoir en place et prendre ces institutions-là pour cible. Tout simplement. Évidemment, il y aura des morts. Mais quel pays, quelle société s'est libérée de la domination sans qu'il y ait des morts? Et nous avons déjà des morts. Nous avons déjà des morts. Donc, nous sommes en train de faire fausse route en pensant que si l'opposition institutionnelle va à un dialogue avec le pouvoir en place, sous la facilitation du Ghana ou d'un autre pays, on aura le salut. On se trompe. Parce que le pouvoir en place est une continuité de la colonisation. Et ce régime ne va pas se plier aux injonctions du peuple tant que ce peuple n'a pas fait le point pour lui asséner le coup fatal qui va le renverser. Donc, nous sommes appelés à réagir parce que le document, soi-disant, qui est le règlement intérieur de ce soi-disant dialogue, est un foutage de gueule. C'est un foutage de gueule absolu. On dit qu'il y a une crise politique au Togo. Non, ce n'est pas une crise politique au sens classique du terme. Ce n'est pas une crise politique au sens classique du terme. Le problème africain n'est pas une crise politique au sens classique du terme. Non. Le problème africain est un problème de colonisation. Le colon a imposé en Afrique ce que lui-même il a appelé une élite indigène capable de collaborer à l'exploitation de l'Afrique. L'élite indigène togolaise incarne à merveille cette élite-là, cette élite coloniale qui continue l'entreprise coloniale de démolition de notre continent. Et nous sommes la majorité. Nous sommes la majorité. Mais le problème, c'est que le malheur du peuple africain est moins le fait de cette minorité criminelle que du silence et de l'inaction, de l'immobilisme de la majorité du peuple. Parce que le peuple, la majorité, est lâche. Elle ne combat pas. Elle est désorganisée. Elle est dispersée. Elle ne veut pas assumer ses responsabilités. Elle a peur. Mais la minorité qui domine n'a peur de rien. Elle est organisée. Elle est soudée. Elle a des chefs. Elle est dynamique. Elle n'a peur de rien. Elle a recours aux crimes les plus odieux pour pouvoir maintenir nos peuples sous sa coupe. Quand la situation est comme ça, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous ne pouvons pas continuer à rester comme ça. Parce que ça fait mal. C'est humiliant. C'est humiliant d'être de ce peuple-là. C'est révoltant. Donc, je redis une fois encore que le dialogue ne va pas résoudre le problème du Togo. Pas plus que le problème de l'Afrique. Parce que nous sommes dans une logique coloniale où l'étranger a construit en Afrique une élite dirigeante qui continue son entreprise, son œuvre de la démolition coloniale de notre continent. Ce qui fait que en Afrique, nous n'avons pas encore d'État capable d'organiser la société et de répondre aux besoins de la population. Tout le reste, c'est une question de degré. Tout le reste, ce n'est qu'une question de degré. Parce que même le Ghana qui se vante aujourd'hui, mais non, le Ghana est très bien intégré dans le système colonial et dans l'économie mondialisée. C'est juste une question de degré de variation entre territoires africains qu'on appelle abusivement États africains. Donc, mes chers amis, nous sommes aujourd'hui, encore une fois, confrontés à une situation qui nous impose la prise de nos responsabilités. Nous sommes, au Moltra, disposés à aider, à apporter notre expérience, nos connaissances au service du peuple, de la jeunesse togolaise. Nous avons essayé pendant que
l'insurrection était dans sa phase la plus dynamique, nous nous sommes approchés de l'ensemble des dirigeants politiques. Mais les gens font comme si il n'y a pas d'intelligence. Les gens font comme si nous ne sommes pas capables de théoriser sur ce régime et d'élaborer des stratégies gagnantes face à ce pouvoir-là. Alors, comme les partis politiques ne cherchent pas les intelligences, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes rapprochés d'un certain nombre de partis politiques au Togo, de nos propres moyens. Nous savions très bien que ces partis ne sont pas dans une logique révolutionnaire, mais étant donné que nous avons vu la mobilisation populaire, nous nous sommes dit que si nous restions à l'écart, ce serait ne pas rendre service, ce serait participer au crime. Donc, nous avons produit du contenu. Nous avons produit de la matière. Nous avons produit de la réflexion. Et comme nous voyons que personne ne nous cherchait, nous avons nous-mêmes pris la responsabilité sur nous d'aller vers un certain nombre de partis politiques. Qu'est-ce que nous avons rencontré? Un blocage systématique où ces gens se comportaient comme des chiens du jardinier, incapables de manger du chou, mais empêchant les autres d'en prendre. Et ces gens nous ont empêchés. Pas d'écoute possible. Pas d'écoute possible. Nervosité totale. Refus du dialogue, d'écouter nos idées, nos propositions. Nous voyons très bien que ça patinait. Nous voyons très bien que le mouvement était en train de chavirer et que le mouvement était en train d'être noyauté par des idées rétrogrades. Mais non, on ne nous a pas suivis, on nous a rejetés, on ne nous a pas écoutés. On n'a même pas pris la peine de nous écouter. Il arrivera un moment où nous dirons les choses. Parce que il y a cette loi qui impose le silence. Parce que, soi-disant, si on dénonce, si on critique les partis politiques, soi-disant de l'opposition, on ferait le jeu du pouvoir en place. Donc, on impose un silence qui n'a même pas sa raison d'être. Mais, ok, pour ne pas donner l'impression que nous faisons la division, nous nous taisons. Les partis politiques qui, aujourd'hui, sont assis ou bien vont s'asseoir autour de la table de discussion avec le RPD. Nous avons essayé de leur apporter ce que nous pouvons apporter. Le moment viendra, nous allons dire les choses de manière beaucoup plus claire. Et chacun verra qui est qui dans cette histoire. Parce que les slogans, des slogans vides de sens, qui n'ont aucune réalité sur le terrain, qui n'ont même pas encore reçu un commencement de début de réalité. On les lance, on lance ces slogans, et les gens croient qu'il y avait quelque chose derrière. Il n'y a rien. C'est ça la vérité. La vérité crue, c'est qu'il n'y a absolument rien. Il n'y a même pas d'organisation derrière. Il n'y a même pas d'organisation derrière. Donc, les amis, si nous voulons que notre peuple retrouve son pouvoir de décision perdu, si nous voulons que notre peuple redevienne acteur de son destin, si nous voulons que notre peuple débute l'entreprise de reconstruction du pays et partant de là, du continent africain, nous devons armer mentalement nos peuples. Nous devons le faire voir la profondeur du problème. Nous devons faire voir à notre peuple et à sa jeunesse, en particulier, la gravité de la situation. Nous n'avons pas le droit de lui cacher la profondeur et la gravité du problème qui est le nôtre. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent même pas encore le problème africain, mais qui parlent et qui empêchent la réflexion réaliste de s'installer. Des gens n'ont même pas encore découvert le millième du problème africain, mais ils parlent et ils empêchent la pensée réelle, combative de s'installer. Ce que nous vivons en Afrique, ce n'est pas simplement une question
d'absence d'institutions ou bien de crise institutionnelle ou de panne. Non. Non. Le problème est très profond. Les gens n'ont même pas lu ce que les colons, les colonisateurs eux-mêmes ont écrit, ce qu'ils ont voulu faire, en Afrique ou ce qu'ils ont réalisé en Afrique. Les gens n'ont même pas découvert tout ça. Ils savent même pas. Et ils sont là. Ils parlent, ils bavardent, ils pensent que le problème, c'est simplement un problème d'alternance, de changement dans la continuité. Non! Notre problème est très profond. Parce que la colonisation a réussi à déconstruire totalement la société africaine. Et nous sommes piégés par un certain nombre d'appareils tels que l'école qui nous aliène davantage, tels que la religion qui nous aliène davantage. Et les gens sont là. Ils te parlent toujours de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, 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 Dieu. Mais non! Notre problème, ce n'est pas simplement un problème d'élection ou de démocratie, comme les Africains aiment tellement le dire. Démocratie. Droit de l'homme. Droit de l'homme. Démocratie. Et on joue avec ces mots. Pendant ce temps, la situation s'aggrave. Donc, je reviens encore une fois sur la question du soi-disant dialogue au Togo. Le soi-disant dialogue n'est pas l'outil adapté en face du pouvoir de Faure Gnassingbé. Parce que ce pouvoir-là, c'est l'incarnation de la continuité coloniale en Afrique. Et ce pouvoir fait partie de l'ensemble de ce que les colonisateurs eux-mêmes ont appelé l'élite africaine qui doit être construite et imposée au peuple d'Afrique de sorte à ce que la colonisation puisse continuer. Si nous n'avons pas encore intégré ça, c'est que nous n'avons pas encore compris le problème. Si nous n'avons pas encore compris que nous ne sommes pas dans une situation de crise politique en Afrique, nous ne sommes pas dans une situation de crise politique au sens classique du terme au Togo, et que nous sommes plutôt dans une continuité coloniale, alors là, ma foi, nous ne savons pas encore ce que nous devons faire. Ça veut dire que nous ne savons pas encore ce que nous devons faire pour pouvoir nous en sortir. Donc, le dialogue, qui est une fabrication du système de la France-Afrique d'abord, pour pouvoir casser les velléités insurrectionnelles, indépendantistes, révolutionnaires du peuple africain. Si nous pensons que le dialogue est un outil adapté, alors là, nous avons tout faux. Alors là, les Gnassingbé, les Biya, les Bongo, les Ouattara et des gens de cet acabit vont continuer à diriger en Afrique. Voilà, parce que nous n'avons pas encore compris ce qui est notre problème. Je le dis, depuis des années, quelqu'un pose la question, on fait comment? On fait comment? Vous faites quoi? Je dis que si nous comprenons le problème, comme je viens de l'expliquer, comme un problème colonial, ça veut dire que la réponse, ça veut dire que le combat qui doit être mené n'est pas un combat pour la réforme, parce qu'on ne réforme pas une institution coloniale, on ne réforme pas la colonisation. On ne dialogue pas avec le crime, on ne réforme pas le crime, on ne moralise pas le crime. Le crime, on le combat. Et pour le combattre, nous avons besoin de nous organiser. Nous avons besoin de nous organiser, de nous structurer. Ça ne suffit pas de nous organiser, de nous structurer. Troisième élément important, c'est de planifier stratégiquement ce que nous voulons faire. Est-ce que les gens comprennent? Est-ce que vous comprenez ça? La planification stratégique, qui veut dire qu'il faut se doter d'un agenda. D'un agenda qui prend en compte le problème que nous avons en face de nous dans sa réalité. Qui doit anticiper les difficultés possibles, la réaction du camp d'en face et nos propres problèmes. La planification stratégique doit pouvoir
doter notre mouvement de libération d'un agenda. Mais cet agenda doit tenir compte de problèmes qu'on a en face de nous. Et, deuxième élément, de nos forces et de nos faiblesses. Ça veut dire que nous avons besoin d'un leadership capable de comprendre d'abord le problème que nous avons en face de nous. Qui sont les acteurs? Quels sont les alliés possibles? Quelles peuvent être les réactions et les actions du camp d'en face lorsque nous jouons tel ou tel élément? Nous devons étudier le terrain. La question de la violence policière, militaire et milicienne. Le déploiement des milices, de la violence, du pouvoir en place. Comment est-ce qu'on l'a anticipé? Quelle réponse lui apporter? C'est ça que la planification stratégique est appelée à résoudre comme question. Mais ça, c'est une science. Ce n'est pas un jeu de l'autosport ou de l'auto-benz. Ce n'est pas un jeu de l'autosport où on se livre au hasard des choses. Il faut s'asseoir, réfléchir pour élaborer cette planification stratégique. Ces choses-là, ça fait des années que nous le disons au Moltran. Les gens ne nous écoutent pas. Les gens ne nous écoutent pas. Bon, ok, comme nous-mêmes, nous ne sommes pas en situation d'implémenter ces solutions, qu'est-ce que nous avons essayé de faire dans le cas spécifique du Togo? Je viens de le dire, nous nous sommes approchés des partis politiques qui sont au devant de la contestation populaire pour leur donner ces instruments, puisque même ils ne viennent pas vers nous. Donc nous avons essayé de les approcher pour leur donner un certain nombre de ces éléments. Et ces gens ont refusé. Ils ont refusé parce que ils ont été très clairs. Ils ne sont pas dans une logique d'insurrection populaire. Ils ne sont pas dans une logique de révolution populaire. Ces gens veulent une réforme du système colonial, ce qui est une aberration, ce qui est une hérésie intellectuelle. Ça veut dire que ces gens ne comprennent pas le fond du problème que nous avons. C'est ça que je dis. Donc, ça veut dire que la théorisation sur le système et son fonctionnement n'est pas encore maîtrisée. Et on veut faire quoi? C'est pour ça que ça ne peut que finir par le dialogue. C'est pour ça que toute la mobilisation populaire qu'on a observée au Togo ne peut que finir à la plage et dans les salons feutrés d'un hôtel où, soi-disant, on va dialoguer. Parce qu'on n'a pas encore cerné le leadership qui pilote cette insurrection populaire, je suis désolé de le dire, ne maîtrise pas encore les données du problème. Ou certains les maîtrisent, mais ne veulent pas implémenter ces solutions parce que ces solutions ont un coût. Ces solutions ont un coût. Et ce coût peut aller jusqu'à la mise en danger de leur propre vie, de leur vie personnelle. Donc, évidemment, ces gens ne sont pas en situation d'affronter la problématique africaine dans sa réalité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va détourner le problème vers une destination qui ne cadre pas avec la situation que nous avons en face de nous. Donc, le problème fondamental que nous avons, c'est que le leadership de la contestation populaire au Togo et par extension le leadership opposant en Afrique est trop faible. Ce leadership n'a pas encore compris la quintessence du problème africain qui est un problème de continuité coloniale. Ce n'est pas simplement un problème de crise politique. Ce n'est pas un problème de crise politique où il faut remplacer Louis par Jean ou Kodjo par Kokou ou tout simplement retoucher un peu quelques tests et puis faire des réformes et obtenir une démocratie. Mais non, notre problème va au-delà de ces considérations superficielles. Pourtant, comme nous sommes en guerre, le système, dans son déploiement, va nous faire croire que le problème que nous avons, c'est juste un problème d'institution ou d'appareil ou de personnalité. Parce que celui qui exerce le pouvoir aujourd'hui, peut-être qu'il n'est pas de bonne volonté, donc on va remplacer celui-là par un autre et puis on aura la solution. Mais non! Tant que le continent africain ne se sera pas libéré, il n'y aura rien. Parce que nous n'avons pas encore d'État en Afrique. Lorsqu'il y aura des États en Afrique, vous verrez que
Quand quelqu'un prendra le pouvoir et qu'il ne serait pas dans la dynamique de faire la volonté du peuple, eh bien, cette personne-là sera démise de ses fonctions très rapidement. Parce qu'on aura un État viable qui sera opérationnel, qui sera fonctionnel. Ce n'est pas encore le cas. Voyez? Donc, le leadership, je le redis encore une fois, le leadership de la contestation populaire au Togo est trop faible. Ce leadership refuse de voir le problème togolais dans sa réalité de la continuité coloniale. C'est pour ça qu'elle opte pour des solutions de facilité. C'est pour ça que ce leadership pense que la solution viendra de la moralisation du crime. C'est-à-dire qu'on va moraliser le crime. On va chercher des prêtres, on va chercher le prélat, on va chercher les religieux pour qu'ils viennent parler au cœur du tyran pour le convertir. On va procéder par l'évangélisation démocratique et chrétienne pour que ces gens-là comprennent qu'ils font du mal au pays. Mais non! C'est de la fumisterie. C'est de la fumisterie pure et simple. Donc, la jeunesse africaine doit d'abord analyser le problème africain dans sa réalité coloniale et ensuite mettre sur pied l'organisation combattante qu'il faut et ensuite doter cette organisation de la planification stratégique. Je viens de l'expliquer. Et cette planification stratégique doit être conduite par un leadership visionnaire, patriote, courageux et capable d'être souple quand il faut l'être et capable d'être rigide quand il faut l'être aussi, tout en tenant compte des difficultés et des mouvements du terrain. C'est ça qu'il faut faire. Si nous estimons que ça c'est de l'utopie et que ça c'est du rêve et que c'est impossible, eh bien restons dans notre situation de misère. Restons dans notre situation de misère et puis c'est tout. Qu'on n'en parle plus. Qu'on se taise. Qu'on se taise. Si nous trouvons que nous ne pouvons pas reconquérir nos pays, notre continent, bien restons là. Faisons le lit au Bongo, au Faure Gnassingbé, au Alassane Ouattara, ainsi de suite. Et puis c'est bon. Voilà. Il n'y a pas de raccourci vers la liberté. Il n'y a pas de chemin raccourci menant à la liberté. Chaque peuple doit se battre pour se libérer. Tous les peuples qui sont passés par l'étape où nous sommes aujourd'hui se sont toujours battus, pour se libérer. Voilà. Mais il faut d'abord vivre la douleur de la perte du pouvoir de décision collective pour pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire. Si vous ne vivez pas la douleur d'appartenir à un peuple défait, si vous ne vivez pas la douleur d'appartenir à un peuple soumis, à un peuple esclavagisé, à un peuple colonisé, à un peuple qui ne maîtrise pas son espace, qui ne maîtrise rien, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que la lutte pour la libération d'un pays. Et c'est là justement que le bas blesse. Parce que, comme le disait Malcolm X, le système a réussi à nous faire croire que nos meilleurs ennemis sont nos meilleurs amis et nos meilleurs amis sont devenus nos meilleurs ennemis. C'est ça que le système a fait de nous. C'est pour cela que nous devons redécouvrir notre histoire dans son entièreté, dans sa réalité, pour pouvoir affronter nos situations et la résoudre.